Bonjour à tous, Bonjour. je reçois Pascal aujourd'hui pour un épisode hors jeu. Et en fait, ça va peut-être être le début d'une nouvelle rubrique qui va donner lieu à une nouvelle chaîne, Zinc Plus, ou Z Plus, hommage à Dragon Ball aussi. Et Pascal est là ce matin avec des viennoiseries pour parler séries télé. Parce que Pascal, tu es un grand consommateur de séries. Gros consommateur. Quand moi je regarde un épisode par semaine, tu regardes potentiellement une saison par soir. Non mais Une petite saison alors. l'idée c'est qu'on va défendre, débattre d'une série chacun. Moi, quand tu m'as dit qu'on avait parlé de série, la série pour moi qui a pulvérisé, je près tous les records, c'est dans l'animation, c'est Arcane. Le monde rétrécit un peu plus chaque jour. Là-haut, à la surface nous distance de plus en plus rapidement. Je pense avoir découvert quelque chose d'extraordinaire. Un moyen de maîtriser la magie par la science. Vous ne comprenez absolument pas les enjeux. Le véritable pouvoir, il ne vient pas à ceux qui viennent au monde. Il vient à ceux qui sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour l'obtenir. La première saison est sortie fin 2021. Quand c'est arrivé sur le marché, ça a pulvérisé pour moi tous les standards de ce qui se faisait de mieux dans l'industrie. Alors de l'animation, mais aussi du scénario. Il y a un scénario de qualité, un jeu d'acteurs qui tient la route même pour les rôles secondaires. Et effectivement, dans l'animation, c'était totalement révolutionnaire. Et j'en veux pour preuve que quand la saison 2 est sortie fin d'année dernière, Ouais, c'est fin 2024, c'est ça? Oui, entre 2024. Donc c'est une série qui est sortie que sur Netflix, hein, il me semble. On n'est pas du tout sponsorisé par Netflix. On va peut-être parler beaucoup de Netflix parce qu'on l'a tous les deux. Et donc Arcane est sorti effectivement, voilà, la saison 2 est sortie, ils ont pris 3 ans pour la faire, c'est très long. Oui, la saison 2, ouais. Mais ils voulaient faire bien. Alors qu'est-ce que c'est? Ça s'est basé sur l'univers du jeu League of Legends, donc je dirais tout ce qui est décor et personnages, même si League of Legends c'est pas un jeu... Ah ouais, parce que moi j'ai jamais joué. Hein. Moi non plus, mais c'est un jeu de capture de flag, il faut capturer le drapeau, donc des équipes salon avec des personnages qui sont justement bien caractérisés, des femmes avec des pouvoirs différents. Oui, tu joues avec peu de héros je crois au final. Et voilà, mais il y a un ensemble de héros parmi lesquels tu peux choisir, et on retrouve certains de ces héros dans la série. Donc dans le jeu, vidéo n'ont pas d'histoire, mais là donc, la série met en scène un certain nombre de ces personnages et d'autres personnages dans un univers médiéval steampunk. Parce qu'effectivement, je trouve que ça tire plus alors, du côté steampunk. C'est totalement steampunk, c'est-à-dire qu'effectivement on va avoir des structures en verre, en métal, mais aussi en béton, des taudis, il va y avoir des ponts gigantesques, des palais incroyables. Médiéval plus sur le système, pour moi, de société, mais enfin... il y a quand même un conseil avec des élus, des représentants. Oui, mais il y a d'autres cités dans le monde avec justement des guerres, des chefs de guerre. Il n'y a pas besoin que ce soit médiéval pour qu'il y ait des guerres. Hein. Si on non, regarde mais aujourd'hui, le côté... Alors, et avec des choses beaucoup plus low-tech, où le steampunk est mélangé ou pas forcément. Oui, non, mais combat épée. En tout cas, voilà, c'est du... Non, il n'y a pas d'épée d'ailleurs. Si, il y a des épées, des lances, il y a des armes blanches, en fait. Voilà. Donc c'est en ça que... Alors, c'est peut-être plus une ambiance médiévale. Je dirais que finalement, voilà, c'est une époque steampunk. Et donc ça raconte l'histoire d'une cité qui est... Deux cités, une ville haute, une ville basse. Une ville haute où vivent les aristocrates, les nobles, les riches, etc. Une ville basse où sont les pauvres, les mécréants, les taudis, tout ce qu'on veut. Et les trafiquants. Hein. Et les trafiquants. Les cartels, en fait, des espèces de mafieux. La vie s'organise de toute façon différemment et selon les moyens des uns et des autres pour survivre au mieux ou mieux vivre. En fait, c'est une histoire chorale. Hein. Donc, on va suivre plusieurs personnages principaux qui vont chacun avoir un rôle à jouer, dont les destins, les histoires vont se croiser, se recroiser, se percuter. Et donc ça déjà, ça c'est très intéressant parce qu'on voit le point de vue de différents personnages de la ville haute, de la ville basse, sur la situation. Oui, et puis quelque part, personne n'a raison ou tort. Exactement. C'est pas manichéen, c'est assez adulte comme scénario. C'est un scénario tout à fait adulte. Je pense que il y a quand même des choses des personnages
Oui, c'est même avec assez des violent, pathologies assez lourdes, et voilà, pas forcément à conseiller aux jeunes enfants, hein, c'est pas voilà. Oui, pas du tout même. C'est vraiment pas du Disney. C'est très réaliste. Enfin, ça porte plusieurs messages d'ailleurs sur voilà des utopies de vie, sur le fanatisme poussé à bout des gens qui sont persuadés d'avoir raison et d'imposer le bonheur aux autres malgré eux, parce que sur le fait que l'être humain est de toute façon Tellement mauvais de manière endémique. Voilà, mauvais, égoïste, qu'il n'arrivera jamais à se contenter de ce qu'il a et à satisfaire son propre bonheur, et donc il faut lui imposer le bonheur. Donc il y a beaucoup de choses très intéressantes et très adultes effectivement dans le discours. Les personnages aussi sont tout sauf manichéens, ils sont pas... Alors il y en a quand même qui sont plus manichéens que d'autres, hein. Le Jay, qui est le héros de la ville haute, qui est le premier à moissonner de manière scientifiquement la magie, en termes de jeu de rôle, je dirais c'est le loyal bon, quoi. Il est assez lisse. Mais même lui va évoluer justement dans ce qu'il croit, dans ses relations. C'est vraiment, voilà, une très belle histoire. La saison 1 met en scène, je dirais, met en place le décor, met en place tous les acteurs, lance tous les événements, se termine sur un cliffhanger qui fait basculer effectivement de manière définitive l'histoire. Et voilà, et la saison 2 la saison 2 est la dernière saison de cet arc. De cet arc narratif. Je travaille déjà à des spin-offs effectivement autour, oui, des petites choses sur des personnages, je crois. Hein. Mais et ça serait dommage qu'ils n'en fassent pas parce que c'est. Ah oui. Mais ceci dit, c'est tellement d'argent et de travail, parce que ce que je comprends, c'est que ça a été extrêmement cher à développer. Et d'ailleurs, Cocorico, c'est un studio français, Fortiche, Absolument. qui est derrière toute la réalisation. La réalisation, scénarisation. Scénarisation aussi. La scénarisation aussi. Je pense que sur les choix de graphiques oui. Et technologiques aussi, parce que donc ça il faut le dire, en quoi cette série est une vraie révolution, c'est que c'est la première série à apporter justement autant de qualité sur tous les éléments. Le scénario, les personnages, les dialogues, l'ambiance, la musique, la BO de la saison 2 d'Arcane a été élue, je ne sais plus par quel journal, je crois que c'était Télérama, l'a mis dans son top 10 des meilleurs albums de l'année, tellement... alors, ce sont des bonnes chansons, il y a des chansons, on va dire, pop, électro, des choses, voilà, mais qui collent à l'histoire, c'est-à-dire que certaines chansons... Oui. Voilà, la musique est insérée dans l'histoire, certaines chansons ont été faites par les artistes et racontent l'histoire au moment où justement l'histoire se déroule sans parole, avec des ralentis, donc c'est voilà, tout ça, il y a de la qualité partout, et avant toute chose, l'animation. Donc l'animation, c'est un mélange, alors moi je suis pas un mais presque de peinture en fait. Je suis pas un expert d'animation, il y a de la peinture, il y a de la 2D, il y a de la 3D, il y a des images par ordinateur, donc il mélange toutes les technos pour en faire quelque chose. C'est presque un laboratoire d'expérimentation en fait. Et oui, mais réussi, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé effectivement l'alchimie entre tout ça, et ça fait... Alors, déjà sur les techniques déjà de dessin, effectivement, de palette, de décor, aussi sur l'animation des personnages, pendant que Arcane saison 1 sortait et présente des personnages, une fluidité, une mise en scène, des prises de vue, ils ont vraiment sorti mais on peut voir, mais potentiellement sur le grand écran. C'est-à-dire que pour moi, c'est la première fois qu'on voit ça en série. Oui, en plus. Parce que sur grand écran, pour moi, la chose la plus innovante que j'ai vue, c'est le premier Spider-Man Into the Spider-Verse, avec les aventures de Miles Morales, mais au grand écran. Parce que là, je trouvais que dans Spider-Man, tu avais une narration visuelle avec l'insertion de bulles de BD, etc., qui, pour moi, levait encore le niveau d'imagination et de créativité. Effectivement, dans ce Spider-Man, on est vraiment dans le comics, pour le coup. Enfin, le mélange. Là, on est dans le comics BD, en fait. Voilà, exactement. L'ajout des techniques BD sur un film d'animation, ce que ne fait pas Arcane, effectivement, et qui est très intéressant. Mais Arcane... pour moi, ça donne un côté vraiment... Ça donne un côté très punchy, et ça donne un côté extrêmement innovant. Là où Arcane, je suis d'accord avec toi, hein, mais je vais revenir, moi, sur mon avis, mais la saison 1, en tout cas, est extraordinaire sur tous les axes. Personnellement, je la trouve assez classique dans sa réalisation quand même. Ah, dans la réalisation. Enfin, tu vois, tu me parles d'angle de vue, tu me parles de... Les personnages sont très bien dessinés, sont très bien animés, la musique est super, la palette de couleurs est superbe, tout est super. Je regarde quelque chose qui est très bien exécuté, mais pour moi qui n'est pas innovant au sens de la créativité. L'univers est ce qu'il est, mais partant de là, tu prends une autre équipe qui fait le dessin animé sur le même univers, ce sera peut-être moins bien, mais ce sera moins bien sur des critères de
d'animation, de palette de couleurs, etc. Sera pas moins bien d'un point de vue purement narratif, entre guillemets, storyboard. J'ai été souvent scotché et à me dire, hop, là je mets sur pause, j'ai pas vu où passer la caméra, où sont passés les personnages. C'est-à-dire qu'ils osent des choses comme Matrix avait pu faire à l'époque quand ils sont arrivés avec leur caméra partout, etc. Le bullet time. C'est-à-dire que voilà, il y a des choses qu'effectivement ils peuvent faire en animation, qu'ils osent faire et qui rendent bien, qui sont très lisibles justement. Ce qui m'avait un tout petit peu gêné parfois dans le Spider-Man, où c'est l'avalanche de couleurs et de choses. C'est pour ça que je parle du Spider-Man 1, parce que pour moi, personnellement, dans Spider-Man 2, il pousse le curseur beaucoup trop loin. D'accord. Et je n'arrive plus à suivre l'histoire. Et alors, puisqu'on y est, je trouve qu'ils font un peu ça dans la saison 2 d'Arcane. C'est-à-dire que moi, je suis moins dithyrambique sur la saison 2, même si je trouve ça bien, pour plusieurs raisons. Un, tu parles de la musique. Oui, il y a une musique qui est sympa. Il y a, dans à peu près tous les épisodes, une partie qui vire au clip vidéo, clip de musique. Et il y a un côté un peu systématique où je ne sais pas si je suis en train de regarder justement la promo d'un album ou si je suis en train de regarder un dessin animé, même si ça colle bien à l'histoire, ce qui se passe. Mais tu vois, tu prends le clip Your Enemy de Imagine Dragon, qui a été fait donc à l'occasion de la sortie du numéro 1, où tu vois le groupe qui est dessiné, enfin c'est un clip à part entière, hein, c'est pas des images récupérées du dessin animé. Mais j'ai eu un peu l'impression de voir ça dans les premières 10 minutes de chaque épisode de la saison 2. Ça, c'est mon premier reproche de la saison 2. Le deuxième reproche, qui pour moi est beaucoup plus majeur, en fait, c'est qu'il y a une accélération de rythme où je trouve que ça aurait mérité 3 saisons. Et en particulier, on parle d'une ville qui s'appelle Noxus, je crois, où tu comprends pas bien ce qui se passe là-bas. Il y a un ordre secret de magiciens, assassins, qui capturent Mel. Et en fait, ça, c'est soit il fallait l'enlever, soit il fallait beaucoup plus le développer, ce qui aurait mérité une saison de plus. Et en particulier, dans les images finales de la saison 2, tu vois un corbeau qui a qui a une batterie d'yeux en série, et tu te dis, tiens, je sais pas ce que c'est, bon, voilà, il y a un corbeau, et puis il y a un bateau qui s'en va, quelques plans plus tard, puis il y a le corbeau, c'est le même, il suit. Et en fait, ça t'apprend, en lisant des articles sur la série, que c'est un personnage sorcier de la ville de Noxus qui fait partir de leurs secrets, etc. Bon, bref, c'est un clin d'œil aux gens qui connaissent la série. Potentiellement, c'est une ouverture vers un spin-off ou quoi que ce soit. Peut-être. Mais moi, en tant que personne qui ne connaît pas l'univers, je n'ai aucun moyen de le savoir. Et ça fait partie des choses qui sont pas assez développées ou trop. À la limite, toute la partie de cette partie-là, tu l'enlèves. Et tu te reconcentres sur la partie, justement, opposition entre Noxus et la ville de Piltover, où tu n'as pas besoin de rajouter au centre cet ordre secret magique. Ça me laisse plus de temps pour faire la montée du conflit, parce que, bon, spoiler, dans les derniers épisodes, le conflit est ouvert, et il y a une vraie guerre qui se passe. Mais, spoiler, si vous n'avez pas vu la saison 2, sautez à la section suivante, le chapitrage suivant. Mais à toute fin, ils brûlent des papiers à la mémoire des morts. Il y a des milliers de papiers. Moi, j'ai vu la partie finale où il y avait 50 personnes. Et je me dis, mais il fallait peut-être, c'est un peu le même syndrome que Game of Thrones, le Trône de Fer, la bataille contre les morts-vivants, où en fait, t'as 7 saisons qui te font monter en puissance ça, et puis c'est résolu en un épisode. Là, quand même. Mais les saisons sont plus courtes, ça s'accélère, ça, non, je suis mais d'accord. Tu vois, j'ai le même problème de rythme qui est de dire, tout à coup, à un épisode, on prend le début de l'épisode au milieu du conflit, en fait, tu crois que c'est le milieu? Non, en fait, c'est la fin. Mais il s'est passé... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont où les milliers de morts dont on parle à la fin? Et tout ce qui a été raconté sur l'ordre secret magique paraît en trop par rapport à juste cette narration-là, en fait. Et donc, moi, je ressors... j'aime beaucoup le dénouement final sur Jace et la manière dont la magie se résout entre les deux acolytes, ou la manière dont le conflit se termine, même s'il y a un parfum de Gandhar avec des lignes de temps croisées, etc. Mais je reste un petit peu sur ma faim en me disant, il y a un équilibre global de saison
que je trouve beaucoup moins juste que la première. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire sur la deuxième saison, en tout cas sur la partie effectivement accélération du rythme. Ils ont pris beaucoup de temps pour faire quelque chose de complet, et clairement, ça aurait mérité, alors peut-être pas une saison supplémentaire, mais peut-être quelques épisodes supplémentaires, parce qu'effectivement, on dit, à la fin de la saison 1, ça y est, la mécanique est lancée et toutes les histoires vont se dérouler, se résoudre, et ils résolvent tout. C'est ça qui est agréable, déjà. Effectivement, c'est dans un tout qui est cohérent, plutôt, qui traite bien tous ces personnages, justement, qui leur donne des rôles tous intéressants, mais ça va vite, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses, effectivement, qui ne sont pas creusées. Donc après, on nous présente une ville dans tout l'univers, donc évidemment, il y a des interactions, évidemment, il se passe d'autres choses autour, et ils ne sont pas obligés de nous les présenter, mais comme ils nous en parlent, t'as raison, ça aurait pu être mérité d'être développé, ils ont pris le parti de trancher là. Moi, ça m'a pas gêné, effectivement, ce que je trouve dommage, c'est que ça soit fini, effectivement, j'aurais aimé une saison en plus, ça mériterait d'autres histoires, et que tout ce talent, ils mettent au profit de d'autres histoires dans ce monde-là qui est très intéressant, justement. Maintenant qu'ils ont caractérisé quelque chose, ils pourraient aller plus loin, ailleurs, même dans un style, pourquoi pas différent, aller explorer d'autres pistes. D'après ce que j'avais compris, justement, ils allaient faire d'autres saisons sur Noxus, l'autre ville. Alors, c'est peut-être pour ça que justement, ils ont mis ce hook en ayant déjà l'idée d'aller creuser par là, et donc de mettre un clin d'œil, un appel du pied pour dire voilà, mais comme toi, ça t'a donné envie d'en savoir plus, comme quoi ça marche. Bah oui, mais ça m'a donné envie d'en savoir plus parce que je n'avais pas compris. Moi, plus j'avançais dans cette saison, plus je me disais mais c'est pas possible, ils vont jamais finir. Ils finissent. Non, mais justement, tu te dis ils vont jamais finir, parce que tout à coup, le rythme s'accélère. Et là, ils finissent. J'ai presque eu l'impression d'être, alors tu vas hurler, devant la fin de Sense8. Mais ça c'est jamais fini, Sense8. Bah si. Sense8, 3 épisodes avant la fin, Joss Whedon apprend que sa série... Non, c'est pas Joss Whedon, c'est les frères Wachowski qui sont devenus les frères et sœurs et maintenant les sœurs. Et tout à coup, ah mince, il nous reste 2 épisodes. Bon bah on termine l'histoire en 2 épisodes. Et alors là c'est un massacre. Allez, je te sors le bazooka, le lance-missile, mais au sens propre du terme. Et je te torpille. J'ai craqué avant la fin, mais j'aimais beaucoup, oui. Il y a eu un film aussi après, ils ont sorti un double, 2 fois 1h30, genre 4 épisodes, mais pour reboucler une dernière saison justement, c'est pour ça. Bon, c'est peut-être ça que j'ai lu. Alors. Mais bon, on est d'accord, c'est très touffu, il y a beaucoup de choses. Ça se résout, ça se termine. Je pense qu'avec 3 épisodes de plus, parce que donc chaque saison fait 9 épisodes, de 55 minutes à 45 minutes, on va dire, ça, selon les saisons des épisodes, mais il ne faut pas bouder son plaisir. Non, ça reste un chef-d'œuvre. Et je pense que de toute façon, il y a quelques défauts, ça ne peut pas être parfait, c'est bien, c'est pour ça aussi que justement on peut en parler, on peut l'aimer aussi pour ses défauts. Moi je vais parler après d'une série qui est totalement parfaite. Mais ça reste... Il sait de quoi je vais parler. Il se parle déjà parce qu'il sait de quoi je vais parler. Et moi, quand j'ai appris que j'avais des amis geeks qui n'avaient pas vu Arcane l'année dernière, par exemple, j'étais effaré parce que pour moi, c'est une référence, il faut l'avoir vue. Oui. Et à partir de ça, on peut jauger le reste. Mais pour aujourd'hui... Alors, pour moi, c'est pas une série qui est réservée aux geeks. Et je vais prendre un maître étalon, bien sûr, une maîtresse étalonne. C'est ma sœur, Alexa, si tu regardes. Elle a énormément aimé la saison 1, alors que elle n'est pas du tout attirée par des univers fantastiques, science-fiction ou médiéval fantastique. Elle a vu Le Seigneur des Anneaux, elle a aimé, mais voilà, un film de science-fiction ou d'heroic fantasy sort au cinéma, elle ne va pas du tout être attirée, pareil en série. Elle a regardé, grâce à son fils, mon neveu Samuel, la première saison, elle a adoré, elle n'a pas tenu la 2e saison jusqu'au bout. Donc ça donne aussi un indice, et c'est à la fois parce qu'il y a une accélération de rythme, et à la fois cette presque confusion visuelle amenée par ce dont je parlais, de clip, qui donne un style très... Où là, je trouve que la saison 2 s'adresse plus à des geeks, y compris la façon dont se résout l'histoire. Parce qu'il faut s'accrocher. C'est-à-dire que l'histoire de boucle temporelle, tout à coup, on est sur un scénario, je trouve, de niche par rapport à de la compréhension. Il faut être habitué à ce genre de... Oui, mais c'est pas...
tout tient pas là-dessus non plus. Je veux dire, il y a d'autres, justement, toute cette construction-là arrive à quelque chose qui est... Oui, mais ça converge. Il y a une convergence. Mais alors, je voudrais revenir sur l'histoire des clips, parce que justement, alors, moi je suis pas fan de ce genre de truc. Enfin, la musique qui passe dans la série, c'est pas forcément ce que j'écoute de base, mais je suis très sensible à justement ce qu'ils ont tenté de faire en intégrant la chanson dans l'histoire et dans la réalisation, plutôt que, pour moi, l'intention n'était pas de faire un clip, justement. C'était d'arriver à... Alors, au final, oui, ça peut faire un clip, mais d'intégrer une chanson, pop, voilà, on va dire, dans l'histoire, et dans chaque épisode, finalement, effectivement, à peu de choses près, avec des paroles qui parlent, qui racontent... Mais en même temps, on peut se dire, oui, ça pourrait être une chanson qu'on écoute à côté, ça fait pas forcément penser à Arcane, mais ça tire, c'est des sentiments, des paroles suffisamment génériques pour être totalement applicables à ce qui se passe là. Et oui, effectivement, la réalisation à ce moment-là s'emballe un peu. Non, mais surtout, tu as un style graphique qui est complètement différent à ce moment-là. Le style, voilà, l'accélération, les paroles, la façon. Donc, ça casse la cohérence du reste, je dirais, ça vient se greffer un peu là-dessus. Mais moi, je trouve ça intéressant. Parce qu'ils tentent quelque chose de plus. Et après, voilà. Donc, et tu vois, j'ai le même ça plus ou moins réussi, mais c'est osé et c'est... Oui, mais tu vois, moi, j'ai le même constat devant le deuxième Spider-Man... Across the Spider-Verse ou quelque chose comme ça. L'impression que ça donne, c'est on fait une saison 2, on fait un deuxième épisode et il faut forcément qu'on aille plus loin. Là où pour moi, le style du premier me suffit et j'ai besoin qu'on me raconte la suite de l'histoire avec potentiellement le même style. J'ai pas besoin qu'il y ait une surenchère. Mais t'aurais vu la suite de l'histoire d'une histoire qui c'est pas la leur. Bah non, moi cette histoire-là ça me suffit donc. Non, je parle des clips. Je parle de la notion de clip et modifier. D'accord. Et j'ai la même impression dans Spider-Man, c'est que niveau visuel, quasiment les images sont stroboscopiques. Tu vois. On veut aller plus loin que le premier, au point de me perdre. Et au point de perdre du monde. Je dirais, en ayant discuté à gauche à droite, et pourquoi faut-il forcément faire toujours plus visuellement, tu vois bon. Moi, je trouve, alors, pour finir sur les clics, je vais te faire hurler, mais j'ai eu l'impression d'être devant, roulement de tambour, Buffy contre les vampires. Pourquoi ? Parce que dans les épisodes de Buffy contre les vampires à l'époque, il paraît qu'il va y avoir un reboot. Oui, ils allaient dans leur boîte de nuit, et il y avait un groupe qui passait et qui chantait. Et en fait, derrière, ils vendent un album, Buffy contre les vampires, avec des chansons ils ont lancé des groupes, tu vois. Mais la BO de Buffy contre les vampires, elle est démente. Oui, mais voilà. Les albums sont déments, les chansons sont vraies. Oui, mais pourquoi alors, ok, peut-être qu'il y avait une démarche commerciale. Moi, je pense qu'il y avait surtout... C'était Buffy, et c'est pour ça que ça a marché, ça a capturé le zeitgeist, l'essence du temps. Tu vois, ce qui se passait à ce moment-là, c'était de la musique rock indé, il y avait des petits groupes, des machins. Ça collait à l'esprit de la série aussi, parce que c'était un peu indé. Et moi, je vois ça comme un partenariat, finalement. Parce que Buffy s'appuyait aussi, se nourrissait de il a lancé un dé, il a fait et le son et finalement non mais ok, on va et je préfère de loin la BO de Buffy contre les vampires qui est plus ma cam que la BO avec Imagine Dragon, des trucs plus pop, électro, etc. qui est sur Arcane, mais voilà, pour les jeunes, hein, vous adorez, je pense que voilà, ça oui, parce qu'on est vieux, il faut le dire, on est vieux. Parce qu'on déjà on parle de Buffy contre les vampires. on l'a vu à la télé. On l'a vu à l'époque. C'est dire si on est vieux. Bon bah je pense qu'on a terminé avec où tu voulais. Il y a un mot de la fin. Regardez-le. Oui. Non mais ça c'est sûr. Accrochez-vous jusqu'à la fin de la saison 2. Si vous vous perdez, c'est pas grave. Vous aurez vu quelque chose d'unique. Oui, je suis assez d'accord. Hein. Malgré tout ce que je peux dire, je suis là pour faire l'avocat du diable, voir le diable, puisque moi je vais parler d'une vraie bonne série. Parce qu'on est quand même sur la chaîne des Incrédibles, même si c'est Zing Plus là, mais il faut qu'on justifie de temps en temps notre nom. Alors ne partez pas, je vais parler de Cat Size. Et je vais défendre cette série. Alors, c'est une série TF1 française
Et là, normalement, vous m'avez déjà perdu, mais depuis très longtemps, parce que à française, généralement, vous m'avez déjà perdu. Pourquoi ? Parce que je n'aime pas l'école de jeu français, au cinéma. Quand je vois le film Boîte Noire, je trouve que Pierre Ninet est très bon. Je n'aime pas André Dussolier au cinéma, je trouve que c'est le bien meilleur acteur de théâtre, parce qu'il a justement un jeu théâtral, et globalement, je trouve que les acteurs français sont souvent théâtraux au cinéma, et ce que je vois, c'est des acteurs qui jouent, je ne vois pas les personnages. Donc, je ferme ma parenthèse, pourquoi on m'a déjà perdu à français. Je regarde cette série sur Amazon Prime, parce qu'il est hors de question que j'allume, j'ai pas la télé, et je ne me suis pas créé un compte sur TF1, parce qu'il est hors de question que je crée un compte sur TF1. Je sais pas pourquoi, je suis attiré par Katsai, je me dis, qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Alors pourquoi ? Parce que, j'allume ma tablette pour vous donner les données précises. C'est tiré d'un manga qui a été publié par, je lis, c'est un manga de Tsukasa Ojo, qui a été prépublié je lis Wikipédia, dans le magazine Jump entre 80 et 85, autant dire que j'étais déjà né, et il y a 18 volumes, et ça a été, ensuite il y a une série télé de 2 saisons de 36-37 épisodes, qui a été diffusée entre 83 et 85, et elle a été diffusée en France au Club Dorothée sous le nom de Signé Katsai. Moi à l'époque, j'étais jeune ado, voire enfant. La plastique des héroïnes de ce dessin animé n'est pas forcément étrangère au fait que tout le monde regardait à l'époque. Parce que l'histoire, c'est donc 3 sœurs qui, dans l'ordre décroissant d'âge, sont Cilia, Tamara et Alexia, comme ma sœur, qui tiennent un café qui s'appelle le café Katsai, et qui sont des filles d'aujourd'hui, enfants de la mode, et qui sont des voleuses d'œuvres d'art la nuit. Je ne me souvenais plus de pourquoi elles volaient des œuvres d'art, parce qu'elles étaient finalement pas méchantes. C'est parce qu'il y a une histoire de leur père a été assassiné, leur père avait une galerie d'art, etc., etc. Elles voulaient retrouver les tableaux qui avaient appartenu à leur père. Donc en fait, elles sont des voleuses, mais il y a quand même une bonne raison. Et donc elles volent aussi les autres tableaux quand même ? Je peux parler que de la série TF1 / que j'ai vue sur Amazon Prime. Non, elles ne cherchent que les tableaux volés par leur père. Alors, je regarde ça, donc c'est une série qui a été diffusée l'année dernière sur TF1. Il a été annoncé il y a 2 jours que ça allait être renouvelé pour une saison 2. Et quand j'en parle autour de moi, tout le monde a trouvé ça nul. Et en particulier Mehdi, si tu regardes, il m'a dit, je n'ai pas tenu 15 minutes devant le premier épisode. Et je lance le premier épisode, et moi j'ai tenu, et j'ai été surpris par ce premier épisode, et je dirais même, j'ai été surpris par, les 3-4 premiers épisodes, et ensuite je trouve que ça baisse un peu. Il y a combien d'épisodes ? Donc c'est 8 épisodes d'à peu près 1 heure, c'est un format entre 50 minutes et 1 heure. Généralement quand c'est sur des grilles télévisées, c'est un peu plus normé comme temps, parce qu'il faut caler la pub et il faut que ça dure 1 heure au total. Alors, pourquoi c'est bien ? Déjà, vous avez, je trouve, un casting d'actrices que je ne connaissais pas, parce que je ne regarde pas de séries françaises, ni de films français, pas trop. Donc Camille Lou qui joue Tamara, qui est l'héroïne, qui est la sœur du milieu. Vous avez Constance Labbé qui joue la sœur aînée, et vous avez Claire Romain qui joue la sœur qui est toujours à l'école. Bon, elle a 30 ans dans la vie, comme d'habitude, ça passe assez mal, mais comme elle est plus petite, on va dire qu'elle est plus jeune. Voilà. Et on va lui mettre plus de fard pour que sa peau, il n'y ait vraiment pas de rides, quoi. Mais de toute façon, à 30 ans, il n'y a pas trop de rides. Non, elle est rousse. Elle est rousse assez solaire, en fait. Et justement, je trouve que le casting est chouette, parce que, personnellement, et c'est comme des avis qui n'engagent que moi, je trouve qu'elle joue bien. Alors, je vais peut-être vous faire hurler. Je trouve que le non-verbal est là. C'est-à-dire que souvent, tu prends Monica Bellucci, par exemple, je trouve qu'elle joue de manière non-verbale bien, c'est-à-dire les regards, la gestuelle, je suis dans le personnage. Dès qu'elle ouvre la bouche, moi là, je suis dans la salle de cinéma, je vois les gens autour, je sors complètement du film. Je trouve que de manière verbale, tout à coup, elle me fait sortir de son personnage.
Moi, ça va être mon gros problème avec tout ce qui est fiction française, où justement le jeu des acteurs étant. C'est comme ce tu que le qualifiais voilà. un peu tout à l'heure, ça me fait très vite sortir de l'histoire et j'y rentre plus. Oui, et ben, Donc là, Monica Bellucci, son meilleur rôle est dans Doberman, puisqu'elle joue le rôle d'une muette. Voilà. Non mais, vraiment. Voilà. Là, elles prennent la parole, et j'y crois, et je trouve que l'interaction entre ces trois sœurs, je ressens bien le fait qu'elles sont sœurs, parce que elles s'engueulent, elles s'aiment, machin, elles se rabibochent, elles se chamaillent, et il y a la sœur aînée et la deuxième qui revient après 5 ans d'absence, n'arrêtent pas de s'engueuler, et finalement le petit soleil de la famille, c'est Claire Romain, c'est Alexia, la plus jeune, qui est suffisamment solaire pour faire tenir l'ensemble. Donc il y a ce premier élément de ce trio, et je vais en parler, mais je dirais presque uniquement ce trio, me fait adhérer à la série. Ensuite, je trouve qu'il y a une bonne idée par épisode. Alors tu me dirais, c'est pas beaucoup, mais il y a une espèce de twist de une bonne idée par épisode. Moi, je n'ai pas vu Arsène Lupin, on m'a dit que c'était un peu ça aussi, où tu crois que ça se passe pas bien, mais en fait c'était prévu, et je n'oserais pas le comparer à Mission Impossible, mais le mot est quand même lâché, mais c'est les histoires de ah oui, en fait, oui mais non. C'est des scénarios à ce que j'appelle les oui mais non, ou du non mais oui. C'est sympa. Voilà. Donc ça, c'est sympa. Ensuite, vous avez des méchants, parce que c'est vraiment des méchants, qui sont complètement caricaturaux. Et là, tu peux te dire, ouais, mais c'est complètement naze. Parce que quand il y a Gilbert Melki, et moi j'ai hurlé de rire, Gilbert Melki qui joue un méchant, qui est très très méchant, et qui dit au téléphone, avec son jeu ultra théâtral, écoute-moi bien, Cat Size, je vais te retrouver et je vais te faire la peau. Comme ça, moi je hurle de rire. Je hurle de rire, non pas pour me moquer, mais je ris, je pense, et c'est peut-être là que je me trompe, avec le réalisateur, parce que c'est l'adaptation d'un dessin animé. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est des gentils de dessins animés et des méchants de dessins animés. Et il faut le voir comme un dessin animé. Et si on le voit comme tel, eh ben, vous avez une prudence. L'actrice est aussi mais complètement psychopathe. C'est la psychopathe du flingue, qui est complètement tarée, qui dit à son frère en fauteuil roulant, t'as qu'à y aller toi, connard. Et moi, je trouve ça drôle. Et donc, en fait, c'est toute l'action de la série se passe avant l'action du dessin animé, avant l'action du manga. Et justement, apparemment, la série a été montrée à l'auteur que j'ai cité, je ne vais pas aller relire Wikipédia, j'ai pas retenu, et cet auteur a approuvé la série. Donc en fait, au départ, Tamara revient, elle revient parce que quand même l'histoire, c'est que le père est mort il y a 12 ans, sa galerie a brûlé, elle, Tamara, a toujours cru que son père s'était fait assassiner, il n'y a aucune preuve de ça, elle est passée pour folle, elle est partie, elle a tout plaqué, elle a plaqué son copain qui est Quentin, qui est devenu inspecteur de police par la suite, spécialisé. Il y avait ça. Et elle essaye de convaincre ses sœurs de mener l'enquête avec elle, parce que elle a vu de l'étranger, où elle était partie, qu'une des œuvres qui appartenait à son père, tout à coup apparaît dans le catalogue d'une exposition qui a lieu à la Tour Eiffel. Donc ça, c'est le premier épisode, et elle dit « Je vais aller voler cette œuvre. Quand j'étais petite, je me souviens que j'avais dessiné quelque chose derrière. Si je le vole et qu'on retrouve ce quelque chose derrière, on aura la preuve que c'est bien cette œuvre-là, et que donc elle n'a pas brûlé dans la galerie avec notre père, etc. » Et ça commence comme ça. Les sœurs, en particulier la sœur aînée, met du temps à être convaincue de suivre ça. Ce qui peut être pénible à regarder, parce qu'on sait comment, si tu vas y aller, allez, vas-y, quoi. Et petit à petit, elle mène l'enquête et elle tire les choses. Alors, ce qui va pas dans la série, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Déjà, c'est une série française. Le scénario, vous allez me dire, c'est complètement invraisemblable. Oui. Alors, est-ce que l'histoire, déjà, sur la saison, c'est une histoire qui se construit avec un fil rouge, c'est des one-shots? Non, c'est axé sur l'histoire. C'est axé sur l'histoire, ça avance, c'est pas MacGyver, quoi. C'est pas des one-shots, c'est pas l'agence touriste. C'est
globalement, à chaque fois, elles vont tomber sur une difficulté supplémentaire. Elles pensaient avoir le fin mot de l'histoire, mais C'était plus un complexe peu, que ça. un peu à la 24 heures, ça se termine. J'ai une piste pour l'épisode suivant. Ah bon, bah, il va falloir cambrioler Versailles ou le Louvre, ou etc. Voilà. Alors on se dit, voilà, Quentin, qui est sorti pendant des années avec Tamara, la poursuit, elle est de dos, sans masque, il la reconnaît pas. Ouais, c'est un peu fort de café. Et puis en fait, moi j'ai tendance à être assez impitoyable justement devant ce genre d'incohérence, en particulier quand c'est des séries françaises ou des films français. Et puis je me suis dit en regardant ça, mais finalement, pourquoi est-ce que je suis plus impitoyable devant des réalisations françaises que je ne le suis devant James Bond, Mission Impossible, Fast and Furious? Oui, parce que c'est une autre histoire, mais je me suis enchaîné tous les Fast and Furious. Fast and Furious 9, c'était une étude sociologique. Il y a une voiture qui va dans l'espace, Oui. et à gauche, il y a un satellite. Elle veut aller sur le satellite. Comment est-ce qu'on fait en voiture dans l'espace pour aller voir le satellite? Et bien c'est simple, tu tournes le volant et t'accélères. Bah, bien sûr. Voilà. Et en fait... La vraie question, c'est dans le disque, comment est-ce qu'ils font pour faire plus fort que ça, quand même, parce que... Non, parce que surenchère sur surenchère. Non. Je pense qu'au niveau du neuf et la voiture qu'ils envoient dans l'espace... Non, ils font plutôt moins fort. Mais si tu veux, James Bond, on te dit, ouais, fantastique, ça a été réalisé par Sam Mendes, et puis t'as Léa Seydoux, ils sont à l'arrache à courir dans le désert. Donc, bah, Léa Seydoux se réveille, ils se retrouvent à l'hôtel avec juste ce qu'ils ont sur eux, couvert de poussière. Image suivante, elle se réveille au petit matin en nuisette. C'est une aberration à chaque séquence de scénario et de... Je sais pas, c'est Léa Seydoux, peut-être que quand tous les matins elle se réveille, elle est comme ça. Ouais, elle a une bague avec une espèce de dimension de poche où elle peut ranger tous ses bagages, son sèche-cheveux, tout ça, et son maquillage. Oui, c'est valise sous les yeux. Ouais. Elle est fraîche. Et en fait, bah, tu te dis, Cat Size est largement moins invraisemblable que ça, et pourtant, bah, des gens aiment James Bond, des gens aiment Mission Impossible. Oui, Mission Impossible, ils sont en cavale, tout le monde les a désavoués, je parle des films avec Tom Cruise, et image suivante, ils ont les gadgets les plus sophistiqués de la Terre, mais ils les ont trouvés où? Tu vois? Et ça, personne ne se pose de questions. À la base de Mission Impossible. Oui, mais oui, Dans la il y a Mission la base, le code c'est 1, 2, 3, 4, et en fait c'était justement au coin de la rue. Voilà. Et donc en fait je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je bâche sans arrêt quelque chose de français parce que c'est français, là où bah, j'ai du plaisir devant Mission Impossible. J'ai pas de plaisir devant Fast and Furious, c'est une étude sociologique. Mais, eh ben, pour une fois, je vais retirer le frein à main, je vais accepter ce qui n'est pas acceptable d'habitude, et en particulier parce que je le répète, c'est un dessin animé. Voilà. Je regarde un dessin animé avec des personnages de dessin animé. L'un dans l'autre, c'est léger, c'est réjouissant. Les actrices sont... Alors, je vous disais que le dessin animé, on regardait parce que les actrices étaient mignonnes à l'époque. Je ne vais pas vous cacher que les actrices sont très bien castées pour leur rôle. Mais, encore une fois, moi, je n'aurais pas dépassé un épisode si elles avaient mal joué. Et je trouve qu'elles sont crédibles dans leur rôle. Et ce qui m'a fait m'intéresser à ce que chacune faisait par ailleurs, en fait. Tu vois, Camille Lou, Constance Labbé, Claire Romain. Et en particulier, bah, alors j'ai vu que Camille Lou chantait avant, j'ai vu des clips, je pense qu'elle a bien fait d'arrêter. Voilà. Et Camille Romain et Constance Labbé sont par ailleurs peintres et ont une expo en ce moment à Paris, conjointe. Donc toi, tu l'as pas vu? Moi, je l'ai pas vu du tout. J'avoue que comme j'ai pas beaucoup regardé, je regardais pas beaucoup le dessin animé à l'époque parce que justement, je trouvais ça trop sage, trop lisse, et les intrigues, voilà, étaient quand même un peu schématiques. Donc voilà, je préférais des trucs avec un peu plus d'ambiance, un peu plus d'action. Donc je suis un peu passé à côté. Enfin, je regardais quelques épisodes qui me convainquaient que c'était pas j'ai pas revu en fait le dessin animé pour moi. Je pense que ça a quand même pas très très bien vieilli, mais à l'époque ça faisait le job. De ce que tu m'as dit, ça me donnerait presque envie de regarder. Alors, c'est pas peu dire, parce qu'effectivement... Encore une fois, je pense que pourquoi je le défends, c'est parce que j'entends que des gens qui disent que c'est nul. Oui, puis tu pensais être également déçu et que finalement tu n'as pas été aussi déçu que tu le pensais. Je pense que, alors c'est pas le cas de Mehdi, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça nul et qui ont regardé jusqu'au bout.
c'est comme s'il y avait une espèce de honte à dire que c'est pas si mal. Tu vois, le côté, oh là là, série TF1, il y a eu un tel succès en France qu'ils ont décalé l'heure de diffusion pour le remettre en prime time, en fait. Enfin, pour le mettre en prime time, pour le pousser en avant. Ils ont été eux-mêmes surpris par le succès de la série. Donc, ça veut dire que, et c'est renouvelé pour une saison 2, de toutes les personnes qui ont trouvé ça nul et qui ont regardé jusqu'au bout, vous n'avez pas trouvé ça si nul, vous pouvez nous le dire, quoi. C'est l'espèce de petit plaisir coupable, en fait. C'est pas forcément un bon signe si c'est un petit plaisir coupable, Oui. C'est-à-dire que c'est pas si grave, mais ça se regarde, d'accord, c'est agréable à regarder. Ok, donc je note le jeu des actrices et la cohérence du jeu, finalement, la cohésion. Alors, je parle vraiment de ce trio de tête parce que je l'ai dit, le Gilbert Melki, etc. Il faut être prêt à vraiment desserrer le frein à main sur écoute-moi bien, Cat Size, je vais te faire la peau. Mais ça, c'est toute la. Et probablement très intéressant, toutes les adaptations de dessins animés en film ou en série. Quand il y a dans un dessin animé, tu peux te permettre de l'excès. Il faut y aller, il y a des personnages qui sont plus vrais que nature, qui vont crier plus fort que les autres, qui vont sauter plus loin, faire des choses, voilà. Et effectivement, des gens comme ça dans la vie réelle, c'est fatigant. Et voir ça n'existe pas. Oui, non, mais c'est pas faisable en fait. Il y a beaucoup de séries qui passent pas du tout en image réelle parce que soit l'humour qu'il y avait est perdu en route, le rythme, et il y a des scènes qui sont juste pas réalisables. Globalement, les Cat Size dans le dessin animé, elles n'envient rien à Spider-Man, tellement elles sont agiles, elles rebondissent partout, etc. Tu peux pas faire ça, tu peux pas filmer ça en image réelle dans Paris. Si tu peux. Avec des effets spéciaux. Oui, mais avec un budget de série TF1, tu peux pas. Non, alors, après s'il y a du Amazon derrière, j'imagine qu'ils ont du financement. Non, c'est TF1. C'est que TF1 ? Alors, je crois qu'Amazon a acheté les droits à TF1. D'accord, ok. Alors oui, ok, mais tu pourrais imaginer effectivement, je saute sur le toit, machin, le côté manga justement avec un peu de... C'était ça à l'époque justement aussi. Il y a un dynamisme qui est sympa. Mais c'est pas une série de super-héros. Non, mais... Tu vois, c'est ça le... Oui, mais à l'époque, dans le dessin animé, elles étaient un peu ce super... Quand elles sautent un mur, elles sautent prestement c'est... au-dessus du mur, clac, elles se dépassent, et quand elles courent sur... Oui, il n'y a personne qui les suit, donc, c'est limite si elles évitent pas les balles, quoi. Mais bon, c'est du dessin. Ils auraient pu le faire, mais ils l'ont pas fait. C'est pas pour la partie pris, vous n'avez pas le budget, etc. Ok. Mais effectivement, n'oublions pas que à la base, c'est un dessin animé, que donc certaines réactions des personnages sont probablement un peu plus schématiques, voilà, écrits parce que c'est du dessin animé, et que donc quand Gilbert Melki va faire son grand méchant, et voilà, évidemment, il faut le prendre comme tel. Ça paraît, voilà, c'est pas la vie réelle. Donc c'est un peu too much, il faut pas bouder son plaisir. C'est toujours casse-gueule ces adaptations. C'est Claude Berry qui a fait le premier Astérix et Obélix, je me dis c'est trop ça, c'est trop ceci, c'est trop cela, oui mais ça respectait l'esprit de la BD. Si tu respectes trop l'esprit de la BD, tu risques de faire quelque chose qui est un peu indigeste comme film. En même temps, après la Chabat a complètement explosé les codes d'Astérix et Obélix et on a fait un film génial. Donc c'est toujours très dur d'adapter, de rester fidèle à l'esprit de la BD, et aussi que les gens justement comprennent que c'est de la BD et que certains méchants sont vraiment très méchants, mais qui vont avoir des défauts qui sont vraiment tellement gros qu'ils vont eux-mêmes se prendre à leur propre piège, raconter leur plan à James Bond, déballer le truc. Parce que voilà, c'est du cinéma, c'est du dessin animé. Moi, ce que j'ai vu, c'est une série qui ne se prenait pas plus que ça au sérieux. Et c'est ça la différence avec James Bond et avec le reste. C'est que là... Attention, parce qu'il y a James Bond, Daniel Craig et les autres avant, et qui sont un peu plus popcorn quand même. Daniel Craig a viré réaliste, et pour le coup, malgré ce que tu dis sur les Léa Seydoux et la fraîche rose du matin, le lendemain matin... c'est quand même très réaliste. Oui, mais justement, c'est réaliste dans des situations qui ne le sont pas du tout. Oui, mais si tu veux, quelque part, le budget, je vais pardonner plus facilement quand il y a peu de budget que quand on me vend ça comme une super production qui coûte des millions et des millions, réalisée par Sam Mendes. Il a fait quoi, American Beauty. American Beauty. On te prend des réalisateurs de cinéma quasiment d'auteur pour te vendre du blockbuster avec le label un peu intello. Et ça, moi, j'adhère pas du tout.
D'ailleurs, bon, Pas mal quand même. le C'est pas trop raté quand même. Sam Mendes, Ouais. c'est un autre débat, mais ça, Non, ça alors peut être après, le- dans les éléments, je sais plus lesquels il a réalisé, puisqu'il les a pas tous fait, les Sam Mendes, les. Bah, je sais pas, mais c'était le Spectre ou le précédent. Spectre ou Quantum of Solace, je crois ouais, que c'était enfin- quand même assez insipide, mais. Bah, insipide, Mais c'est- des belles images, une belle réalisation. Non, mais très bien, mais je regarde un livre photo en même Non, mais temps. l'histoire avant tout. Il faut d'abord une bonne histoire, des bons personnages, des bons dialogues. Mais j'ai pas forcément Après, le besoin- réalisateur, s'il a pas grand chose à se mettre sous la dent, franchement, l'histoire de. C'était quoi, Mathieu Amalric, là, avec son histoire de mettre la main sur l'eau et tout ça finit Bah, dans en plus, un préfabriqué dans le désert. Je vois pas en quoi c'est un méchant, il l'a acheté. Enfin, Comment dire, dans non, ces ça, cas-là, ça, tous les c'est as- un autre débat. Oui, c'est un autre débat, mais qu'importe, je vais pas te vendre le fait que Cat Size est au niveau d'Arcane ou que c'est une série, c'est la meilleure série de l'année. Je défends parce que tout le monde trouve ça nul et que moi je trouve ça plaisant. Non, mais c'est Et que c'est une je série voulais très me mettre en plaisante à avant. voir. Il y en a un, moi j'ai regardé, je me suis laissé surprendre. Sous le soleil Non, non, mais HPI par exemple, j'ai regardé plusieurs épisodes et j'ai bien aimé. Alors, Parce que c'est original, parce que justement c'est original. Ah bah oui. Tu veux dire que quelqu'un de génial qui Et- n'est pas inspecteur va aider les inspecteurs, c'est totalement nouveau comme concept. C'est vrai qu'on n'a jamais eu. Comment ça s'appelle Attention, et pour le coup c'est totalement français. l'acteur qui joue dans The Rookie là, et qui Ouais. jouait le romancier Nathan Fillion, ouais, ouais. Castle, ouais. Castle. Il y a Castle, il y a Lucifer, il y a machin. Non, mais je te parle pas de duo Monk. de personnages improbables. Ok, pas ça. Mais pour une série française, un personnage comme ça, et pour le coup, que moi j'arrive, et là c'est vraiment franchouillard, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des acteurs des seconds rôles, voire des rôles principaux, qui jouent mal. Où vraiment tu te dis, mais est-ce que c'est pas possible que ça soit aussi plat dans le dialogue, et en plus le dialogue est nul, et en plus l'acteur est nul. Donc il y a ça, et malgré ça, justement parce que il y a des histoires, des petits machins, et pour le coup il y a de l'inventivité, si tu parlais des incrustations d'images sur l'écran, etc., il y a ça dans HPI. Tout ce qu'elle pense, Oui, tout son processus mental. Ils ont pris ça de Sherlock. Oui, tout à fait. Je dis pas que c'est original, mais ça se regarde très bien parce que la sauce prend malgré justement tous ses défauts. Je pense qu'il y a moins de défauts sur Katsai et je comprends ce que tu dis, mais moi j'irais presque regarder Katsai parce que je me suis laissé avoir par Oui, HPI. oui. Alors que moi, Après, HPI, on aime ou on n'aime pas, on est d'accord, hein, ça y va. Oui, mais- j'ai vu une bande-annonce HPI, moi c'est justement, on retombe dans le travers du jeu, l'école de jeu française que je ne supporte pas en fait. Alors après, écoute, ils ont fait la déclinaison américaine. Ils ont sorti une Oui, série. j'ai vu ça. Oui. Je Non l'ai mais pas regardé, mais c'est probablement plus lisse. oui, mais en fait, Tant qu'ils ont pas que repris les acteurs, ça. le énième spin-off de la personne qui est pas détective, qui aide les détectives et avec des situations comiques à la clé, je trouve que bon, il faut jamais mettre plusieurs fois recongeler et décongeler, sinon t'as des bactéries, enfin c'est très nocif. Et donc là, la énième redécongélation de ce genre d'histoire, Les c'est duos bon. improbables, ça se recycle depuis des années, on n'a pas fini de le recycler. Hein. Ouais, mais il faut Avec que ça le apporte- flic, le flic qui arrive dans ses bottes et on lui accole un partenaire qui est effectivement improbable ou psychique ou ceci ou cela ou hypersensible. Oui, ou, mais il faut que ça apporte quelque chose un angle différent, qui est pas juste des situations un peu tarte à la crème avec des raisonnements qui sont toujours à peu près les mêmes. Bon, en tout cas, tu conseillerais donc Cat Size. Oui. Et alors, si vous l'avez vu, je serais intéressé pour avoir votre avis en commentaire. Est-ce que je suis complètement à côté de la plaque, ce qui est probable, mais en fait, il n'y a pas de plaque, il n'y a pas d'être à côté de la plaque ou pas, parce que chacun ses goûts. Mais en tout cas, je pense que Camilou, Constance Labbé et Claire Romain, ça va être des personnes à suivre. Voilà.